Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau rendez-vous sur la chaîne Le Pouvoir des Hypersensibles. Aujourd'hui j'ai un peu changé mon petit décor. Voilà, j'ai essayé de mettre des choses qui me ressemblaient, des choses qui sont hyper importantes pour moi, comme les bougies qui sont super importantes, les fleurs que j'aime énormément. Ensuite j'ai des petits personnages du film Vice Versa qui représentent des émotions. En tant qu'hypersensible, pour moi les émotions c'est quand même la base de chez la base. Mon petit thé dans ma petite mug Starbucks, que j'aurai le temps de vous expliquer pourquoi je suis fan de cette marque. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Déborah Chapelle, votre coach experte en hypersensibilité. J'accompagne les jeunes enfants, les jeunes adultes, les adolescents à trouver un projet professionnel qui leur ressemble vraiment, à devenir des adultes responsables et à trouver leur pouvoir d'hypersensible. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un peu différente. J'avais envie surtout de vous présenter la chaîne, de me présenter moi. Donc c'est un peu compliqué en tant qu'hypersensible de parler de soi, mais je vais essayer d'expliquer le pourquoi du comment j'en suis arrivée là et l'objectif de cette chaîne. Alors je vais essayer d'aller à l'essentiel parce que sinon la vidéo va durer 1 heure et je suis pas certaine que ce soit très intéressant de parler de ça pendant 1 heure. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah, j'ai un certain âge. En fait, l'une des choses que vous devez savoir sur moi, c'est que j'ai toujours détesté vieillir, et ça, franchement, depuis mon plus jeune âge. Alors, je ne sais pas si c'est en rapport avec l'hypersensibilité. Du coup, je pose la question à vous hypersensibles derrière vos écrans. Est-ce que vous avez eu un problème avec votre âge? C'est-à-dire, est-ce que vous avez aimé grandir? Je n'ai jamais aimé grandir parce que très rapidement, j'ai compris que le monde des adultes était un monde qui n'allait pas... qui allait être très compliqué pour moi. Très jeune, j'ai vite compris que c'était un monde qui pour moi, dans mon monde à moi, dans mon prisme à moi, était très violent et que j'avais trop pas envie de grandir, quoi. Non, mais moi, j'étais très bien dans mon monde de Barbie, de château, de machin, enfin voilà. Je n'ai jamais aimé grandir. Donc, j'ai une trentaine d'années parce qu'il y a un moment donné, en fait, à partir d'un certain âge, vous verrez, en fait, vous arrêtez de compter. En tout cas, moi, mon cerveau n'est plus capable de savoir vraiment quel âge j'ai. J'ai un peu plus de 30 ans, quoi. C'est bientôt mon anniversaire. D'ailleurs, je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Voilà. Donc, je suis coach. Oui, j'ai passé une certification. Donc, voilà, je suis coach professionnel. Je suis membre aussi de la fédération ICF. Et je suis certifiée ProcessCom. Donc, c'est un outil en fait de test de personnalité qui s'appelle ProcessCom Model. Avant ça, qu'est-ce que j'ai été? En fait, avant ça, j'ai eu l'impression... En fait, c'est ce que je dis aux gens. Je suis junior. Mais j'ai l'impression, en fait, d'avoir une vie de senior. Avant ça, moi, là-bas, je suis ingénieure du son. Enfin, pardon. Je suis technicienne de prise de son. Donc, j'ai travaillé dans le milieu du spectacle pendant 3 ans. Je travaillais dans un gros studio de répète dans le 93, puisque je viens du 93 et je suis tellement fière de venir du 93. Vous pouvez pas savoir à quel point. J'ai grandi et vécu pendant 25 ans dans la ville de Montfermeil. Montfermeil, entre parenthèses, c'est quand même la ville de Victor Hugo, ok, avec Les Misérables, Cosette et les Thénardier. Ils viennent de Montfermeil, d'accord. Le 93, c'est quoi? C'est NTM, donc c'est quand même un groupe de rap qui est juste exceptionnel. Moi, pour les avoir vus plusieurs fois sur scène, c'est un truc de dingue. C'est aussi Kylian Mbappé qui vient de Bondy, ok. Donc en fait, le 93, il n'y a que du lourd, quoi. Donc j'adore le 93. Et donc je travaille dans ce studio de répétition pendant 3 ans, avec des grosses prods françaises. Je vais être très honnête, je me suis éclatée. C'était fun, c'était ludique, c'était différent tous les jours. Moi, j'accompagnais beaucoup des groupes. J'ai plus le nom comme par hasard, enfin bon bref. Donc je me suis vraiment éclatée. Après, moi en fait mon rêve ultime, c'était d'être Britney Spears, quoi. Moi je rêvais d'être star, je rêvais d'être sur scène, de chanter, de jouer la comédie. En fait, en gros, je rêvais d'être Britney Spears avant même qu'elle existe, quoi. Je suis pas Britney Spears. Je ne suis pas sur scène non plus. Donc du coup voilà, j'ai quand même toujours eu un côté artistique et ces études-là, je les ai faites parce que franchement, je savais pas quoi faire de ma vie. J'ai choisi cette voie, franchement, je vais être très honnête, ça n'a pas été un choix personnel, quoi. Enfin voilà, mes parents m'ont dit qu'il fallait que je fasse des études. Moi là-bas, je voulais partir aux États-Unis, faire je ne sais quoi. Je voulais rentrer dans une école à la Fame. Voilà, je suis pas partie.
Donc il fallait que je trouve quelque chose. Bon bah j'ai trouvé ça et j'ai fait ça pendant 3 ans. Et franchement, je me suis éclatée, c'était très sympa. Mais c'était pas du tout fait pour moi parce que bah, moi je suis plus dans la création. Les ingés, ils sont hyper, tu vois, aller chercher le moindre petit EQ qui va pas. Moi ça, j'en avais rien à faire. Moi c'était vraiment la scène. Donc pour ça, le studio était vraiment cool. On travaillait aussi sur tout ce qui était backline. Donc le backline, c'est quoi? Bah, c'est tout le matériel nécessaire pour faire les concerts, etc. Enfin, je schématise, mais voilà. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et ensuite, bah, j'ai arrêté parce que c'était un milieu quand même où il y avait beaucoup de drogue, il y avait beaucoup d'excès. Moi, ça me gonfle, ce genre de truc. J'ai jamais été attirée par ça, bien au contraire. Donc, j'avais pas envie de rester là-dedans. Et là-dessus, donc, j'avais décidé de partir au Canada, que je pouvais pas partir aux États-Unis. Donc, j'avais décidé le Canada et spécialement la ville de Toronto. Donc, pendant 1 an, en fait, j'ai travaillé dans la restauration pour pouvoir mettre de côté, pour préparer vraiment mon voyage. Et je suis partie sur Toronto. Donc, je ne connaissais personne, je n'avais jamais mis les pieds au Canada. Et je suis partie voilà, avec mon petit visa. Je pars là-bas, j'y reste à peu près un peu plus d'1 an. Et donc là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah, j'avais pas d'amis, c'était un peu compliqué. Quand je dis comme ça, je rigole parce que je me dis, putain, comment ça va être pris? Mais ouais, j'avais vraiment personne sur place. Pour autant, franchement, je me suis éclatée. C'est là où j'ai travaillé pour la meilleure boîte au monde. Mais vraiment, c'est la boîte la plus exceptionnelle pour laquelle j'ai travaillé. Starbucks. Donc j'ai travaillé au Starbucks à Toronto dans un Indigo. Donc ça, je précise parce que je me dis, il y a peut-être un jour des Français ou des Torontois qui vont regarder cette vidéo et qui parlent français ou qui sont français qui habitent là-bas, et ils vont savoir c'est quel Starbucks. Donc dans l'Indigo entre Bay and Bloor, et franchement, c'est la meilleure expérience de ma vie que j'ai eue. En fait, je suis arrivée. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en France, en tout cas à Toronto, c'est passé comme ça. On commence à travailler au Starbucks et en fait, on fait un stage en entreprise, on fait un stage dans les locaux de Starbucks. En fait, il y a une personne de chez Starbucks qui t'explique d'où vient Starbucks, qui est Monsieur Starbucks, pourquoi ça a été créé, etc., etc. En gros, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de te transmettre la culture de l'entreprise. Quand tu sors de là, parce qu'en plus, tu goûtes des cafés, tu goûtes des pâtisseries, etc. Enfin voilà, c'est vraiment fait sous forme ultra ludique, quoi. Et en fait, quand tu sors de là, tu as le sentiment de faire partie d'une communauté. Tu fais partie de la communauté de Starbucks. Tu fais partie de la famille Starbucks. On est trop fiers que tu travailles au sein de Starbucks parce qu'on est content qu'on t'accepte tel que tu es, etc. Et en fait, ils te transmettent ce truc-là. Donc, tu n'as pas l'impression d'être un numéro ou d'être un simple employé. Non. Tu fais partie de la communauté Starbucks. Tu fais partie de la famille Starbucks. C'est juste un truc de ouf, quoi. Et derrière ça, en plus, moi je travaillais dans une équipe où on était tous plus ou moins jeunes, enfin voilà, on avait tous plus ou moins la même catégorie d'âge et on s'entendait vraiment tous exceptionnellement bien. Même notre manager, elle était ultra humaine, enfin ça reste la meilleure boîte pour laquelle j'ai bossé. Bon, c'est pas méchant pour le reste de ce qui va se passer dans ma vie, je vais vous raconter, mais voilà, c'était... Déjà, j'adore les produits Starbucks, je fais la collection des mugs Starbucks. J'avoue, je suis fan. Je trouve que l'idée est juste exceptionnelle, les valeurs véhiculées par les boîtes sont exceptionnelles. Alors après, je vous avouerai que, bon, moi j'habite Toulouse, que quand je vois certains baristas, sans les nommer, dans certains Starbucks de Toulouse, je me dis, je pense que vous n'avez pas fait le stage en fait. Vraiment, je pense que vous n'avez pas fait le stage. Moi, ça me dérangerait vraiment pas de rebosser dans un Starbucks, parce que j'aime tellement, tellement cette société. Enfin voilà, donc ça c'était mon expérience à Toronto, qui était juste de fou. Et à cette époque-là, j'avais donc 25 ans et je manquais encore énormément de confiance en moi. J'avais prévu de rester là-bas et pour X raisons, je suis rentrée et j'ai intégré en fait l'entreprise familiale. Donc je suis partie cette fois-ci, on avait délocalisé du côté de Toulouse. Donc je me suis retrouvée en fait en Ariège et j'ai travaillé pendant 9 ans dans une TPE, PME, plutôt du côté industriel, enfin dans la niche industrielle. Et voilà, j'étais assistante de gestion. Alors, ce qui était top dans cette expérience, c'est que c'était une toute petite structure. On était 10 dans des structures comme ça. Et ce qui est hyper impactant, c'est que vous pouvez toucher en fait à tous les corps de service d'une boîte. Et ça, les petites sociétés sont vraiment capables de répondre à ce truc-là. Chose qui était super pour moi en tant qu'hypersensible parce que, comme je vous l'ai expliqué sur ma dernière vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu sur les 5 types de haut potentiel, je vous invite à la regarder. Ça a permis en fait d'aller nourrir tous mes côtés d'hypersensible. J'avais le côté, le cerveau en ébullition, donc psychomotrice qui était activé.
Le côté créatif, bon bah ça en fait, moi je l'active tout le temps parce que ça fait quelques années que je fais du gospel. Ça fait depuis que je suis née, je crois que je passe mon temps à chanter. Donc voilà, ça fait partie de mon quotidien. Ça a permis aussi de créer, de toucher à tous les corps de métier parce que je faisais de l'export, je m'occupais des clients, je m'occupais des fournisseurs. Donc ça a vraiment été une super expérience d'un point de vue purement professionnel et de compétences. Donc ça c'était top. De chez Top. Pour autant, c'est l'entreprise de ma famille qui a été fondée par mon grand-père et repris par mon père. Mon souhait n'a jamais été de reprendre en fait. C'est pas cracher dans la soupe, c'est juste que d'une, j'avais conscience que c'était pas fait pour moi et j'avais besoin de créer mon truc à moi quoi. Moi, j'avais besoin d'être dans l'échange, j'avais besoin d'être dans l'humain, j'avais besoin de trouver du sens. Et en fait, en me questionnant de plus en plus, et depuis que je suis coach, donc là, ça va faire quand même quelques années, là, quelques mois que j'accompagne des gens et que j'ai découvert le métier de coaching. Parce que avant ça, en même temps que je travaillais, je faisais des études de psychologie. Moi, j'ai besoin... oui, mon rêve ultime, c'est d'être impactante. Moi, je veux pouvoir marquer le monde. Moi, les gens qui m'inspirent, ce sont des gens qui ont marqué leur temps. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont eu raison ou ils ont tort. Ça veut dire que je me dis, waouh, ces personnes-là, elles avaient des convictions et elles sont allées jusqu'au bout. Et tellement qu'elles sont allées jusqu'au bout, même encore aujourd'hui, on en parle. Moi, je veux ça. Moi, je veux être impactante pour les gens. Je veux aider les gens. Et par les gens, j'entends surtout, je veux aider les enfants. Pourquoi les enfants ? Parce que je reste persuadée, donc moi qui suis fan de l'outil par exemple de la communication non violente, en fait vous apprenez la base vraiment de la communication non violente, c'est de se dire que toutes les personnes du monde entier sont bonnes et que à chaque comportement, c'est une traduction d'une émotion, enfin c'est une émotion qui s'exprime, mais derrière une émotion qui s'exprime, c'est un besoin en fait qui est en train de s'exprimer. Donc l'exemple que je donne souvent, c'est en fait on ne peut pas critiquer une émotion. Tu as le droit d'être en colère. Par contre, la manière dont tu vas exprimer ta colère, ça c'est critiquable. Ton comportement est critiquable. Ton émotion ne l'est pas. Tu as le droit d'être en colère, d'aller péter ma voiture ou d'aller casser la gueule à un petit jeune de 15 ans sur l'esplanade dans le 15e. Ça c'est juste pas possible en fait. Tu as le droit d'être en colère. Franchement, tu as le droit même d'avoir la haine contre la société, d'avoir la haine contre certaines personnes. Je connais pas ton passif, mais pour moi, tu as le droit. Par contre, la manière dont tu vas l'exprimer, ça c'est critiquable. Et aller péter la gueule à un jeune, et pour ça vraiment, moi j'ai vu les images qui sont extrêmement choquantes, ça c'est juste inadmissible en fait. Il n'y a pas d'excuse à ça. Il n'y a pas d'excuse à ça. Moi je veux accompagner les jeunes parce que les jeunes c'est l'avenir. L'enfance c'est l'avenir. Parce que aussi il s'est passé quelque chose de grave quand j'étais petite et en fait il y a une émotion qui arrive et du coup je n'ai pas envie de partager ça pour le moment. Je ne suis pas prête à le partager avec vous, mais il m'est arrivé quelque chose de grave quand j'étais petite, à l'âge de 6 ans, très exactement. Et ce truc-là a fait que j'ai dû apprendre à devenir qui je suis. Et je me dis que, en fait, moi, le droit des enfants, dans notre pays, même dans d'autres pays, sont pas du tout encore suffisamment mis en place, les enfants ne sont pas écoutés. Moi, quand je vois encore qu'on veut baisser l'âge d'avoir un acte sexuel à 13 ans, je me dis, mais on vit dans un monde de malades. Voilà, la pédocriminalité n'est pas suffisamment combattue. C'est pas très français ce que je dis, pardon. C'est parce que, voilà, je vais me ressaisir. Donc c'est pour ça que moi, je veux vraiment accompagner les enfants, les enfants et les jeunes, parce que j'ai pas du tout eu une enfance difficile. Au contraire, j'ai eu une enfance très heureuse. Mais psychologiquement, mon évolution a été compliquée. C'est-à-dire que j'ai pris du poids à l'âge de 8 ans, donc j'ai été harcelée à partir de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 18 ans sur mon poids. Tout le collège, pendant 4 ans, on m'a appelée vache numéro 2. Je me souviens très bien qu'ils m'appelaient comme ça et je trouve même encore aujourd'hui que votre comportement était inadmissible, mais je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point ça m'a blessée et en même temps à quel point ça a fait de moi qui je suis aujourd'hui et qui fait que je peux parler aujourd'hui du mal-être des jeunes. Je n'ai pas fait de crise d'adolescent comme on pourrait l'entendre, genre en mode j'arrêtais pas de crier, mais moi j'ai fait une crise d'adolescence à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que je portais, et j'ai vraiment eu ce sentiment-là, j'ai porté un masque pendant des années, donc de l'âge de 12 ans, de 12 ans jusqu'à 17 ans à peu près, où j'ai vraiment porté un masque.
C'est-à-dire que dans la société, devant mes parents, devant ma famille, j'étais jougasse, quoi, voilà, enfin, joyasse, voilà, c'est bon, ça allait, tout va bien, etc. Et en fait, devant des amis très proches et quand j'étais souvent seule, là, j'enlevais mon masque et c'était très, très dark. J'avais vraiment envie de mourir. J'avais vraiment pas envie de rester dans ce monde-là. Je ne trouvais pas ma place. Je n'arrivais pas à être heureuse. Je comprenais pas ce que je faisais ici. Donc je me suis vraiment posé des questions, mais dès l'âge de... Alors profondément à partir dès l'âge de... Enfin, sur la notion de vie et de mort dès l'âge de 12 ans. Et avant ça, je pense que je vous l'ai déjà partagé, je sentais bien que j'étais quand même très différente et que mon mode de fonctionnement était très différent des gens. Et que le monde d'adulte, moi, ne me plaisait pas, que je n'avais pas envie de grandir, que j'étais très bien dans mon monde d'enfant et que voilà, quoi, je voyais trop d'injustice et puis en plus, j'étais victime aussi d'injustice, quoi. Que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo sur mon passé au niveau de la scolarité, parce que j'ai été harcelée par des élèves, mais j'ai aussi été harcelée par des professeurs et même des maîtres d'école. Donc voilà, la première, j'avais très exactement 9 ans. J'étais en CM1. Donc ça, c'est un peu mon parcours et donc je sors de cette boîte-là, la boîte familiale, je décide voilà, d'être dans l'accompagnement de jeunes et donc je décide de faire du coaching. Pourquoi du coaching? Parce qu'en fait, la différence entre un psy par exemple ou un thérapeute et un coach, c'est que le psy ou le thérapeute va facilement travailler sur les causes. Les causes de votre mal-être, donc les causes du fait que, par exemple, un enfant hypersensible va avoir du mal à gérer ses émotions. Donc, ils vont aller travailler sur les causes. Qu'est-ce qui fait que tu as du mal à gérer tes émotions? Un coach va travailler sur un processus. On est sur un process. Moi, il faut que ça avance en fait. Tu vas avoir un plan d'action que tu vas pouvoir décider. Alors, l'accompagnement d'enfant, c'est différent. Sur l'accompagnement d'enfant, moi j'accompagne vraiment l'enfant hypersensible à s'exprimer vraiment sur ses émotions. La clé numéro 1 pour les hypersensibles, c'est leur laisser de l'espace pour justement être qui ils sont et surtout par qui ils sont, les laisser exprimer leurs émotions et entendre ça. Entendre, accepter que votre enfant hypersensible, quand vous lui faites telle remarque, c'est comme si vous étiez en train de le tuer à petit feu. Ça peut vous paraître excessif et je l'entends et je le comprends, mais c'est ce que lui ressent. C'est ce que cet enfant ressent. Quand un enfant hypersensible pleure à chaudes larmes, il a vraiment mal. Voyez, quand votre ado hypersensible a une peine de cœur, c'est pas juste un petit truc qui va passer. C'est à l'instant T ce qu'il ressent, c'est une douleur tellement énorme qu'elle est limite insupportable. Et en fait, ces profils-là se remettent sans arrêt en question, donc ils ne remettent jamais l'autre en question. Mais ça va toujours être qu'est-ce que j'ai moi fait de mal, qu'est-ce qui fait que moi je ne suis pas normale, qu'est-ce qui fait que moi je réagis comme ça, qu'est-ce qui fait que moi ça m'arrive comme ça, etc., etc., etc. Donc c'est très compliqué et moi c'est pour ça que j'ai voulu en fait accompagner les enfants parce que voilà pour moi c'est l'avenir et que en tant que fan de communication non violente, je me dis bah en fait en soignant les enfants et en les accompagnant à gérer leurs émotions et à révéler leur pouvoir d'hypersensible, bah, ils deviendront forcément des adultes extraordinaires et on vivra dans un monde plus juste et un peu plus de paix, quoi. Donc je suis une humaniste profonde et je crois réellement en la possibilité d'un monde meilleur. Ça ne veut pas dire que l'injustice va disparaître, mais si je peux y mettre ma patte, si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne, si je peux aider ne serait-ce qu'un seul enfant, moi ça me fait ma journée en fait et ça me fait limite ma vie, quoi. Je me dis c'est pour ça que tu es là et c'est pour ça que ta vie elle a du sens. Donc comment j'accompagne ces enfants? Par des jeux ludiques, beaucoup, sur les émotions. Quand on passe, par exemple, je fais un atelier aussi sur l'harcèlement scolaire. Chaque atelier que je propose, mon objectif numéro 1, c'est la responsabilité de chacun. Moi, je refuse de faire du coaching solidaire. Non pas que je fais pas de bénévolat, moi je fais plein de bénévolat, je fais des maraudes, je participe à des clubs associatifs, ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais concernant mon métier, je ne fais pas du coaching gratuit pour la simple et bonne raison que j'estime qu'on est dans une société où justement on a créé trop de gratuit. Quand on veut s'en sortir dans la vie, c'est pas en faisant du gratuit. La vie vaut ce que tu lui demandes. Si dans ta vie tu lui demandes 300 ou 500 balles, ta vie elle vaudra 300 ou 500 balles. D'accord? Si tu demandes à avoir des choses gratuites, ta vie elle vaudra des choses gratuites. Mais le gratuit, ça ne veut pas forcément dire que c'est bon. Ça ne veut pas dire après non plus que j'accompagne qu'un certain type de milieu. Absolument pas. Moi, je travaille au niveau des associations. Voilà. Mais par contre, effectivement, mes coachings ne sont pas gratuits.
Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, ce qui est hyper important dans mon travail en tant que coach, c'est que je veux absolument que mes coachés soient responsables de leurs actes, responsables de leurs décisions. Et donc, ça va aussi avec moi, ma pratique. Dire que dans l'harcèlement, par exemple, dans l'harcèlement scolaire, ce que je trouve très intéressant, enfin, ce que moi je mets en avant, c'est que chacun est responsable et que ça nous arrive d'être victime et aussi d'être bourreau, ou aussi d'être spectateur. Et qu'ils prennent conscience de ça. Et que quand ils sont dans ces positions-là, qu'est-ce qu'ils ressentent? Pour qu'une fois que ça arrive dans la vraie vie, entre guillemets, en dehors de l'atelier, ils puissent se reconnecter à ces émotions-là et agir en conséquence. Et qu'ils prennent leurs responsabilités. Donc ça, c'est vraiment mon objectif en fait au niveau de mes accompagnements. Je veux que les personnes se rendent compte de leurs responsabilités et surtout pour les profils hypersensibles qui trouvent vraiment leur propre magie, leur pouvoir exceptionnel en tant qu'hypersensible. Puisque comme je l'ai dit sur la dernière vidéo, ce sont des profils qui sont amenés à avoir une vie exceptionnelle, à faire de grandes choses. Et je vous invite vraiment en tant que parent d'hypersensible d'accompagner votre enfant là-dedans, à son autoresponsabilité et surtout à ce qui révèle ses pouvoirs, ses pouvoirs d'hypersensible, quoi. C'est tellement important, c'est tellement la base en fait. Je vous ai parlé un peu de moi, je vous ai donné comment j'accompagne mes coachés et aussi l'objectif numéro 1 dans mon travail. Ce qui a fait que aujourd'hui je me focalise sur l'hypersensibilité, c'est que comme je vous l'ai déjà dit, je suis hypersensible. Je sais que je l'ai toujours su, mais je l'ai découvert vraiment courant 2019. Entre le moment où tu apprends que tu es hypersensible et le moment où tu l'assumes, il se passe du temps parce que c'est pas forcément simple, parce qu'au début tu te dis non mais n'importe quoi, c'est pas possible, tout le monde est sensible, enfin oui, mais de manière excessive en fait, et H24 non. Comme je vous disais aussi lors d'une dernière vidéo, c'est que j'ai mis longtemps à accepter que j'étais capable de faire des choses que d'autres personnes ne sont pas capables de faire. Alors que l'une de mes croyances pendant des années, ça a été de dire que si moi je peux, tout le monde peut le faire. C'est quand même un leitmotiv dans ma façon dans qui je suis. Je ne pense pas faire des choses exceptionnelles. Par contre, je pense qu'effectivement, je suis capable d'atteindre des objectifs plus rapidement que d'autres personnes. Mais pour ça, il faut que j'ai du sens, il faut que je sois motivée, déterminée. Enfin, mais surtout ça, c'est vraiment s'il y a beaucoup de sens derrière moi. Et faire une chaîne sur l'hypersensibilité, je pense que c'était vraiment le moment. Parce que je découvre en même temps que vous et je vais apprendre en même temps que vous. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. En tout cas, moi, ça me nourrit. Et surtout, pour moi, ça fait du sens. Et la troisième chose, c'est que je trouve que de plus en plus, je vois sur les réseaux coach hypersensible, coach APE, coach HPI, coach HPE. Et en fait, ça m'agace parce que en fait, il n'y en a pas beaucoup des hypersensibles. Il n'y a pas beaucoup de haut potentiel. Il y en a. Qu'on en parle de plus en plus, c'est normal. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est pas parce que tu pleures devant Baby Boom que tu es hypersensible. Non, tu peux avoir un côté empathique, tu peux avoir un côté sensible, mais l'hypersensibilité et le haut potentiel émotionnel, très exactement, ça représente 15 à 20% de la population mondiale, quoi. Donc voilà, c'est quand même rare. Ça veut pas dire qu'on est au-dessus, ça veut juste dire qu'il faut prendre conscience que ce sont des profils qui ne sont pas communs, que ça fait partie des profils neurodiversité, on va dire, et pas neuropensants. Et que la plupart des personnes que vous allez rencontrer dans votre vie, elles sont neuropensantes. Donc voilà, c'était la présentation de ma chaîne. Je vous ai partagé mon parcours, je vous ai partagé un peu d'émotions. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. Ça me ferait vraiment énormément plaisir de pouvoir y répondre. Je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours le questionnaire disponible en fait sur le sondage. En fait, c'est pas vraiment un questionnaire, c'est un sondage. Si vous avez en fait des problématiques bien spécifiques en rapport avec votre enfant hypersensible ou votre hypersensibilité, voilà, qu'est-ce qui vous bloque, quelles sont les questions que vous vous posez, n'hésitez vraiment pas à répondre à ce questionnaire, pardon. Et si jamais vous avez déjà répondu à ce questionnaire, vous m'interpellez sur mes différents réseaux sociaux. Franchement, je suis hyper accessible, donc aucun problème. Moi, ça me ferait vraiment très plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Ça me touche beaucoup. Et j'espère que ce projet va en tout cas vous parler. Moi, je suis certaine que ça va marcher.
Je suis certaine que je suis sur la bonne voie et je suis très fière de moi de me lancer. Et voilà, je vous remercie énormément. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à demain. Ciao!